Hello les parents, ça va depuis la dernière vidéo? Bon, aujourd'hui c'est pas beaucoup plus court, mais tout aussi important. En effet, nous avons un grave problème, le collège. En maths et en français, le niveau en entrée et en fin de collège est devenu catastrophique, avec plein de fautes à la dictée et des opérations bien moins maîtrisées. Nous avons des évaluations à l'entrée en sixième qui sont problématiques. 27% des élèves n'ont pas le niveau requis en français, un tiers n'ont pas le niveau requis en mathématiques. On a fait faire la même dictée à des élèves de CM2 en 1987 et aujourd'hui, dans les mêmes conditions. En 1987, les élèves faisaient 10 fautes dans la dictée. Aujourd'hui, ils en font 20. Le nombre d'élèves en difficulté a bondi de 10 points. On a une hausse ces 10 dernières années de 10 points du pourcentage d'élèves en difficulté qui atteint 25%. Maintenant, pour la classe de 3e, et puis les résultats en mathématiques, en langue vivante, en français, ne sont pas à la hauteur. Bon alors là, vous vous dites, forcément, avec les classes les plus chargées d'Europe, les enseignants les moins payés, une grande hétérogénéité et la soi-disant inclusion des élèves handicapés, bref, tout ce qu'on a vu la dernière fois, ça peut pas marcher. La qualité des heures est nécessairement moindre qu'avant et qu'ailleurs, par exemple en Allemagne. Un prof allemand il est payé plus de 2,5 fois plus par élève et par heure. Et c'était pas si loin que ça en France il y a 25 ans. Ah bah et c'est important les comparaisons internationales. D'accentuer les comparaisons internationales au sein de mon ministère et de s'appuyer sur ces comparaisons pour en tirer des enseignements utiles. Mais au-delà de la qualité, il y a aussi la quantité. Par exemple, dans les années 70, un élève avait presque 800 heures de français lors de son passage au collège. Maintenant, c'est seulement 630, quasiment l'équivalent d'une année en moins, et même 2 si on compte la perte d'heures au primaire. Donc, il s'attendait à quoi? À ce que le niveau en français il monte? Zen. Ce qui est étonnant, c'est que le programme il est devenu plus ambitieux, avec moins de moyens. Oh, du côté des maths, c'est un peu la même chose. Les 4e actuels ont le niveau des 5e des années 90. Ah, bien sûr, si on écoute notre gouvernement de génie pas du tout malhonnête, cette Bérésina, elle n'a rien à voir avec les salaires et les classes surchargées. Non, 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 ce serait plutôt la faute de... ces incompétents de profs de collège, qui ont bien assez d'heures, mais pas les bonnes méthodes, évidemment. Vraiment des branquignoles et des feignasses. Ce n'est pas en ajoutant de façon quantitative des heures de maths et de français que l'on résout en quelque sorte automatiquement ou mécaniquement les difficultés que nous connaissons. Et donc nous devons nous pencher aussi sur les méthodes pédagogiques. Si seulement ces incompétents daignaient appliquer les préceptes de Saint-Blanquer, eh bien ils pourraient faire cours à 80 élèves de 13 ans, c'est évident. 2. La transition CM2-6e qui serait trop brutale, avec trop de professeurs d'un coup. On sait que la marche d'entrée en 6e, en particulier pour les élèves les plus tangents, que la transition soit plus douce, est très difficile. C'est une classe charnière qui n'est pas facile à négocier. C'est une classe extrêmement délicate de transition, par définition, avec une marche qui est souvent haute. Il faut vraiment travailler sur cette transition entre l'école primaire et le collège. J'ai moi-même des souvenirs de l'école primaire et de l'entrée en 6e, des moments un peu difficiles, j'étais timide et j'aurais aimé au fond que la marche d'entrée en 6e soit un peu moins haute. Pas sûr qu'il puisse faire de son cas une généralité, parce qu'il y a zéro étude qui le prouve. À ma connaissance, ça n'a jamais été évoqué dans un quelconque rapport. Rien. Que dalle. Tous les collègues de primaire à qui j'ai demandé disent que non, ils sont pas du tout surpris quand ils voient les résultats de leurs anciens élèves. Pour un certain nombre de jeunes, notamment ceux qui sont les plus fragiles, à la fois scolairement et socialement, c'est le moment où les choses commencent à s'aggraver, à se dégrader de manière quasi irrémédiable. C'est une année charnière parce que c'est le lieu de la grande divergence. C'est aussi un lieu de divergence du point de vue de l'égalité des chances. Il faut donc s'y attaquer. Pour le coup, Blanquer avait moins tort en disant qu'il fallait faire attention aux primaires. Après, c'est dommage que les dédoublements qu'il a imposés seulement en éducation prioritaire et seulement en CP-CE1 soient très peu efficaces par rapport à ce qui était attendu et par rapport à ce que ça a coûté. Parce que... Le recul du nombre d'élèves en difficulté, un recul de 16%. En fait c'est très peu. Déjà, il y a plein d'élèves en difficulté qui sont pas en REP et sont restés à 30 par classe, et puis même, on rapporte que dans plein d'écoles REP, pour faire ces classes dédoublées, il a fallu surcharger les classes de CE2, CM1, CM2, car il n'y avait pas assez de profs. Je vous laisse écouter combien il en manquait.
La différence entre les moyens nécessaires pour mener à bien ces deux réformes et le nombre d'ETP créés est de plus de 12 200. Bah ouais, 12 000. Donc les éventuels bénéfices ont été perdus les années suivantes, si bien que l'écart entre enfants riches et pauvres en lecture s'est aggravé. Actuellement, ils essayent de mettre les CP à 24 partout. Alors, déjà, ils n'y arrivent pas, et en plus, ça pose aussi des soucis dans les autres niveaux. Or, en fait, il faut aussi bosser la lecture dans les classes d'après. Et Blanquer était persuadé que, non, ces dédoublements, ça allait suffire à tout régler. A noter que la cohorte de 6ème cette année sur laquelle on a fait les tests, c'est celle qui a connu ces niveaux chargés, parce qu'ils étaient en CE2 en 2019-2020, et ils ont aussi connu le Covid. Donc, est-ce qu'on peut en tirer des leçons générales? Pas sûr. Mais bref, c'était pas malin de toute façon de supprimer le dispositif précédent, plus de maîtres que de classes, qui consistait à avoir un professeur en plus pour toute l'école. Et ça c'était vachement apprécié parce que très souple, on pouvait faire de la dentelle, du sur-mesure, et ça a fait ses preuves ailleurs. Tiens, un autre truc qui est trompeur. Il est vrai que la France sous-investit dans le primaire par rapport aux autres pays, 9% de moins, alors qu'on met 15% de plus au lycée. Vous vous dites que c'est un scandale, c'est un mauvais choix politique, qu'on a privilégié l'un par rapport à l'autre, alors que c'est au primaire que beaucoup de choses se jouent en vérité. Mais à quoi correspondent ces 9% en réalité? Eh bien principalement au fait que nos professeurs des écoles sont sous-payés, et un peu au fait que nos classes sont blindées. Donc, si on avait le bon nombre d'enseignants, avec moins d'élèves par classe payés comme ailleurs, on serait complètement dans la moyenne. Ils se plaignent d'un truc qu'ils ont en fait. Allô? Non mais allô quoi? Bon du coup, avec ce diagnostic volontairement erroné et ces erreurs jamais avouées, est-ce que nos illustres dirigeants, très bien intentionnés, vont proposer les bonnes mesures pour régler le problème? Bah voyons ça. Ce qui est prévu, c'est de mettre du soutien en 6ème en maths et en français. Assurer des cours de soutien et d'approfondissement en français et en mathématiques pour les élèves de 6e. Bah vous vous dites, ok, trop bien, ces élites éclairées agissent enfin pour le bien de mes enfants et l'avenir de la République. Sauf que comme d'habitude, il y a anguille sous roche. Enfin, carrément requin sous cailloutis. Ce qui serait logique, c'est que ce soit les enseignants de français et de maths de la classe qui fassent ces heures en demi-groupe, et que ce soit inclus dans nos moyens, vous savez, nos fameuses DHG là. Eh bien que nenni, ils veulent que ce soit des professeurs des écoles qui viennent le faire, en classe entière, dans le cadre de leur pacte. Du côté du primaire, eh bien, les enseignants qui signeront le pacte assureront cette heure de consolidation ou de soutien en français et mathématiques en collège. La classe de 6e avec le français et les mathématiques en soutien qui seront assurés, ces cours seront assurés par les professeurs des écoles qui viendront dans les collèges. Ça, ce sera une mission, un pacte. Grâce à des enseignements de français et de mathématiques qui seront assurés par les professeurs des écoles. Sauf qu'ils ont pas que ça à foutre, mais vraiment pas. Déjà qu'on leur rajoute de faire les 30 minutes de sport par jour là, et puis techniquement c'est pas toujours possible. S'ils finissent à 16h30 à l'école, il faut qu'ils fassent l'heure de 17 à 18 au collège d'à côté. À des 6e de 11 ans qui auront eu la journée dans les pattes. Mais comment on peut croire que ça va régler quelque chose? Une heure de soutien ou d'approfondissement enseigné par un professeur des écoles dans les collèges à partir de la rentrée 2023, de manière à ce que les difficultés éventuelles des élèves puissent être résolues à la fin de l'année de 6e. On pourrait bloquer le mercredi matin au collège à ce moment, mais comment les instituts vont aller en formation? C'est souvent le mercredi qu'elles y allaient. Et puis je croyais que c'était le trop grand nombre d'adultes différents qui était le problème. Pourquoi ils en rajoutent? Alors en fait, ça peut être les enseignants du collège, mais ce ne seront pas forcément ceux de la classe, puisque ce seront ceux qui, parfois à contre-cœur, auront cédé à l'arnaque du pacte. Mais ils vont rajouter encore d'autres adultes dans le dispositif devoir fait, une aide aux devoirs le soir, maintenant obligatoire en 6e. Donc cette histoire de transition difficile à cause de trop d'adultes, c'est du bullshit. D'ailleurs, ça aussi devoir fait, ce sera pas financé dans nos moyens, mais dans le pacte. Comment Macron peut dire que ça va être obligatoire, vu qu'on est censé pouvoir choisir librement? Et c'est un choix, c'est totalement libre. C'est bizarre. Soit ça veut dire qu'on va nous faire du chantage, soit que ce sera pas mis en place partout. Or, peu importe où on habite, on a le droit à des services publics de qualité. Enfin, je dis de qualité, mais devoir fait sur le terrain, ça durait parfois à peine la moitié de l'année, parce qu'il n'y avait pas les sous pour le financer, ou parce qu'il n'y avait pas de volontaires. Et les retours sont aussi mitigés que les craintes sont grandes. Apparemment, ça ne marche qu'en petits groupes de 10 élèves volontaires ou très poussés par leurs parents. Si c'est obligatoire à 30, ça marchera pas. En plus, il va peut-être falloir réduire le dispositif sur les autres classes pour tout mettre en 6e, la même bêtise que pour les dédoublements. Et alors au passage, sans raison apparente, les collègues de maternelle sont exclus de ces dispositifs. Du pur mépris, qui rappelle l'épisode fameux où un ministre de l'Éducation disait que ses collègues étaient tout juste bonnes à changer les couches. Alors que, fait rare, notre maternelle a longtemps été plutôt applaudie et copiée dans le monde. Enfin ça, c'était avant qu'elle soit rendue dysfonctionnelle, car vous connaissez la chanson. On y a en général 22 élèves contre 13 en moyenne en Europe, voire 10 dans certains pays.
Cœur sur les collègues qui vont entendre ça, et imaginez comme leur boulot serait génial avec ces conditions. Alors qu'ici, un tiers des maternelles, elles sont à plus de 25 élèves. Et vous savez quoi? Un enseignant étranger, il voit ça, il demande à l'instit, bah il est où ton collègue? Mais y a pas de collègue, mon ami! T'es dans le pays qui a choisi de sacrifier sa jeunesse. Ne laisse jamais tes politiciens faire la même chose. Bref, vous l'aurez compris, cette histoire de professeur des écoles au collège, c'est encore une usine à gaz complètement absurde, incohérente et hors sol. Un énième délire présidentiel que l'administration est contrainte de mettre en place au forceps pour que notre dirigeant autoritaire de droit divin puisse se gausser d'avoir réalisé son petit caprice d'enfant gâté. Et en plus, on sait que ce genre de dispositif, ça fonctionne assez mal. On vous vante partout celui d'Amiens. Cela se fait déjà ici et là, par exemple dans l'académie d'Amiens. Des professeurs des écoles viennent au collège. Des professeurs des écoles puissent enseigner au collège. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans l'académie d'Amiens. Les professeurs des écoles sont d'ailleurs très contents de venir au collège pour assurer un enseignement de français ou de mathématiques. Il n'y a pas de raison que ce qui fonctionne dans l'académie d'Amiens ne marche pas ailleurs. Sauf que parfois, ça a été arrêté parce que ça n'avait que peu d'effet. Quand c'est pas parce que les gens n'étaient pas payés. Et quand ça marche quand même un petit peu, c'est parce qu'il y avait des vrais moyens. Une instite et une prof de maths pour une classe de 20 et pas tous en difficulté. Donc l'homme malade du système là, il le soigne à coups de biseau magique sur une jambe de bois. C'est homéopathique, insignifiant, pas du tout à la hauteur. C'est comme si votre voiture elle était en panne de batterie et que vous installiez des pédales pour la faire avancer. Vous agissez sur les conséquences au lieu des causes, donc vous n'allez pas avancer bien vite. Évidemment que c'est en amont, au primaire, qu'il faut agir si on veut agir vraiment, et pas faire semblant, juste pour faire une annonce dans les médias qui rassure l'opinion publique. Par exemple, ce serait trop bien s'il y avait, je sais pas moi, imaginez, des sortes d'enseignants spécialisés dans la difficulté scolaire, auxquels une école pourrait faire appel plusieurs heures par semaine, pour aider juste certains élèves en difficulté régulièrement en petits groupes. Là, ça serait beaucoup plus efficace. Et on appellerait ça, tout bêtement, le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Pourquoi ça n'a pas encore été inventé, ça? C'est génial! Mais je rigole, bien sûr que ça existe. Ou plutôt que ça existait. Parce qu'ils sont de plus en plus en voie de disparition, ces enseignants spécialisés. Supprimés, car on manque d'enseignants sur le terrain. On leur sucre même les frais de déplacement aux survivants, là. Et quid de remettre un institut supplémentaire par école, comme avant Blanquer? Ou remettre le redoublement? Parce que si les enfants ne maîtrisent pas les fondamentaux en fin de primaire, j'ai envie de dire, pourquoi on les envoie au collège? C'est évidemment ça qui développerait si vous voulez réellement instruire la jeunesse de ce pays. Et ils le savent très bien, ils se payent notre tronche. Mais tout ça, en fait, ça demanderait des postes. Or, il y a pénurie à cause des bas salaires. Donc non, on vous bricole un truc qu'on annonce en grande pompe avec moult gesticulations pour que vous, parents, ayez l'impression qu'il se passe quelque chose. Tiens d'ailleurs, en parlant pénurie, je vous disais qu'on allait manquer de 1000 enseignants en région parisienne l'an prochain. Bon, et ce sera finalement 1300, sachant que les derniers admis ont été avec 4 sur 20. Et voilà, merci aux abrutis qui ont cassé le métier en le sous-payant. Aussi, ce qu'oublient toujours de dire nos emberlificateurs de première là, c'est qu'en primaire, à cause de la semaine de 4 jours, les élèves ont perdu des heures, surtout des heures un matin, là où les apprentissages se font le mieux. 192 matinées perdues. On est le seul pays à faire cette bêtise. Pour une fois, Blanquer avait raison, c'était là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on commence pas par les remettre? Alors en fait, c'est parce que contrairement à l'Allemagne ou l'Italie, où les femmes travaillent beaucoup moins que chez nous, l'école en France, elle est faite pour que vous, parents, vous puissiez aller bosser, pour qu'on fasse garderie, sans respect des rythmes de l'enfant. Après, il y a beaucoup de fantasmes sur les vacances. Nombre d'enseignants ne seraient pas contre revoir un petit peu les rythmes scolaires. Moi le premier, mais c'est le lobby du tourisme qui fait la pluie et le beau temps. Voyez, ils ont changé tout le calendrier du pays juste pour les mondiaux de ski. Et au passage, on est déjà dans la moyenne basse des pays pour les vacances d'été. Nombre de contrées de par l'Europe ont beaucoup plus de vacances estivales que nous. En particulier la Finlande, souvent vue comme un modèle. Mais surtout des pays où il fait trop chaud pour faire court. Et on voudrait que nous, on rôtisse avec vos lardons mi-juillet et mi-août. Dans des écoles sans clim, isolées à l'amiante. Ah ouais, j'avais oublié l'amiante la dernière fois dans le bâti scolaire là. Ouais, ça va vachement aider à relever le niveau ça. Hein. Tiens, en parlant de niveau, les méthodes de lecture soi-disant prouvées scientifiquement que Blanquer a cherché à imposer ne portent pas leurs fruits. Il a en effet insisté pour que les élèves ne fassent que du déchiffrage, du décodage, du B à bas et rien d'autre. Du coup les élèves déchiffrent mieux, mais sans comprendre ce qu'ils déchiffrent. Donc en fait ils savent pas vraiment lire. C'est justement pour éviter cet écueil que depuis des décennies la quasi-totalité des professionnels de terrain apprennent à vos gamins à lire grâce à une méthode dite mixte, avec suffisamment de décodage et suffisamment d'accès au sens. Mais bon, Blanquer et ses sbires savent mieux que tout le monde et ont monté une cabale contre la méthode entièrement globale qui en réalité est très peu utilisée. De toute façon, ça fait 30 ans que tous les ministres prétendent insister sur les fondamentaux, lire, écrire, compter, les dicter. On est le pays qui en fait le plus en Europe. S'il n'y a pas de résultat, c'est bien plus à cause des conditions indécentes dans lesquelles on se débat pour essayer de les transmettre. En résumé, ces histoires de soutien en 6ème potentiellement faits par des professeurs des écoles, c'est de l'enfumage qui ne va pas servir à grand chose, bien loin des vraies solutions qui sont pourtant connues. Il nous faut donc désormais élucider quelle est la véritable raison derrière cette histoire, et elle n'est pas très jolie à entendre.
Bah en fait, il fallait juste un truc à inventer pour mettre dans le pacte des professeurs des écoles. Parce qu'il n'y a rien d'autre de possible. Bah ouais, ils allaient pas le proposer juste aux enseignants en collège-lycée. Et en fait, les instituts en primaire, ils peuvent pas faire d'heures sup. Donc tant pis si c'est totalement sans effet sur les difficultés, très compliqué matériellement, et qu'il faut inventer de toutes pièces cette histoire de transition CM2 6ème. Ils ont bien essayé de caser la surveillance des cantines ou d'autres tâches, mais ils ont dû reculer devant le tollé général. On pourrait participer à la surveillance des moments de pause. Ce sont des choses que nous allons discuter, bien entendu, avec les organisations syndicales. Non, il y a eu un malentendu sur, je crois qu'une question a été posée, il ne s'agit pas de demander aux enseignants de surveiller dans les cours de récréation. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est cela, oui. Ces cyniques en profitent pour masquer un autre problème au lieu de le régler. Pour faire de la place à 7 heures dans l'emploi du temps des petits 6e, ils ont décidé de supprimer la technologie. Ah pardon, ils la revalorisent, évidemment. Bon alors sérieusement, au 21e siècle, avec l'intelligence artificielle, le numérique, le codage, mais c'est complètement débile. Il faudra au contraire préparer vos enfants à ça au plus tôt, non? Alors le monde éducatif sérieux trouve ça aberrant, et les collègues de la matière sont sous le choc, surtout quand ils entendent ce genre de mensonges. Dans ce cadre, la discipline de technologie sera confortée, Madame la sénatrice. Et je suis donc très clair, ni suppression de la technologie au collège, ni relégation de cette discipline. Au contraire, nous devons faire de telle sorte que cette discipline soit revalorisée de manière à ce qu'elle puisse susciter des vocations. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette matière? Bah devinez, ça vous rappelle rien? Allez, je vous aide. On a des difficultés de recrutement, mais les mathématiques ne sont pas seules. Il y a aussi les langues vivantes, les lettres, la technologie. Pour quelques disciplines, notamment les langues vivantes et la technologie, qui sont encore en tension. Eh ouais, c'est juste parce qu'on trouve pas de profs, comme les maths au lycée général. Cherchez pas plus loin, ils n'ont aucune justification potable. On nous fait croire, par la presse évidemment, qu'il y aura plus de techno en 5e, 4e, 3e là. Mais ne rêvez pas, pour les maths au lycée, on nous a baratiné un soi-disant mieux de maths là, qui a jamais existé, alors que c'était juste pour supprimer des postes. Là c'est pareil, hein, et même, plus globalement, si ces heures de soutien avaient été incluses dans nos moyens, il aurait fallu ouvrir des postes. Mais là, comme elles sont en dehors, elles permettent d'en supprimer encore. En fait, quand on y réfléchit bien, nos artistes peintres rectoraux sont de vrais spécialistes pour créer 10 nouveaux problèmes quand ils font semblant d'en régler un. Ça y est, on les a assez appauvris depuis 30 ans, plus personne veut être prof, le niveau s'effondre, on a broyé le système. On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Donc, c'est le moment de les arnaquer avec un pacte qui va enfin casser leur statut, les faire bosser encore plus, les diviser et préparer la privatisation. Ah ouais, trop bien chef, mais on n'a rien à mettre au primaire, on fait comment chef? T'inquiète Johnson, on va profiter de la baisse de niveau pour inventer un charabia sur une heure de soutien et la transition CM2 6ème là. Ça sert à rien, mais les parents vont gober. Ok, mais si les instituts signent pas? Mais t'en fais pas Johnson, ils sont étranglés financièrement ces abrutis. Et puis en les prenant par les sentiments, ils vont céder, comme d'hab. Oh, et puis au pire, menaces, pression, ça va retomber sur les directeurs, te bille pas pour ça, on sait faire. Ok chef, mais si c'est pas possible techniquement, par exemple en province. Mais on dira que c'est de leur faute, que c'est des feignasses, ça passe à chaque fois. Et du coup comment on fait pour mettre l'heure dans l'emploi du temps? Ah mais c'est prévu mon petit Johnson, c'est même fait exprès. On galère à trouver des profs de techno. Donc si on supprime en 6ème, on gagne sur les 2 tableaux. Oh là là, mais vous êtes un génie chef. Mais du coup, les élèves vont moins apprendre, non? Et puis, aux endroits où il n'y a pas de manque, les profs de techno vont devoir être sur plusieurs établissements, ils vont être dégoûtés et démissionner. Eh ben ça nous fera une belle jambe, des fonctionnaires en moins. Déjà qu'en mettant tout ça dans le pacte et pas dans les vrais moyens, on économise des postes, en plus d'économiser des sous. Parce que pour la même heure de soutien, le professeur des écoles touche 25 € et le professeur de collège 40. Vivement qu'on arrive à les mettre de plus en plus au collège, ce sont les plus sous-payés de tous. Et ils font plusieurs matières, ça fera des tensions? Tant mieux. Et vive le service public Johnson, hein, oublie pas. Parce que ouais, il y a ce scandale aussi. Pour le même boulot, le même pacte, les collègues seront pas payés pareil. Déjà que la différence entre certifié et agrégé, c'est un truc qui est pas très apprécié dans la profession, et à raison. Pourquoi là ils en rajoutent? Tous ces trucs-là, on les a appris récemment. Parce que les infos à propos du pacte, elles arrivent au compte-gouttes. En fait, il faut savoir que les textes de loi sont pas sortis quand on nous l'a présenté. Il n'y avait rien d'officiel, donc tout le monde s'engage sur du vent, et même moi, j'ai dit des choses dans ma vidéo qui maintenant sont fausses. Je sais pas dans quel autre métier on fait ça, hein. En fait, ça gêne même nos chefs. Quelques petits exemples. Bah, il était question que les directeurs d'école touchent aussi des sous pour contraindre leurs collègues à céder au pacte. Mais bizarrement, ça n'a plus l'air d'être le cas. Et là, je fais une petite hypothèse. Il semble que les instituts refusent massivement de se laisser avoir. Donc, ils se sont dit que, foutu pour foutu, c'était même pas la peine d'essayer d'arroser les dirlots.
sachant qu'en fait, eux-mêmes sont souvent contre le pacte. Du coup, les inspecteurs foutent la pression sur ceux qui font des trucs en plus pendant les vacances, les obligeant à prendre le pacte s'ils veulent continuer. Exactement ce que je racontais pour le lycée et ce qui se passe au collège. Et dans les rares qui acceptent, beaucoup le font complètement à contre-cœur, dégoûtés, car dos au mur. On se retrouve avec ça sur le dos et on est obligé de faire les jeunes à accepter ce pacte scandaleux, qui est scandaleux sur le plan pédagogique parce qu'il ne sert pas du tout les élèves. Donc on est obligé d'accepter des missions minables. Soi-disant, on va aider les élèves de 6e en allant 1 heure par semaine, mais où vous avez vu ça? Donc, moi, je vais être obligé d'accepter ça, de me mettre minable devant mes collègues de l'école, devant les collègues du collège, parce que je peux pas financer les études de mes enfants, que mon salaire est lamentable. Alors, ça suffit cette histoire, quoi. Et puis attendez, il y a d'autres abus. Menaces de réquisition, culpabilisation, volonté de s'en servir pour remplacer en cas de grève, ce qui est illégal, ou d'auto-remplacement en cas de maladie, ce qui est pas logique parce qu'il y a déjà le jour de carence. On a aussi appris que dans certaines académies, il n'était pas obligatoire que les pactes de garderie pour que vous, parents, ne portiez pas plainte, soient pris pour débloquer les pactes de projet. En fait, on s'est fait avoir ici. Quant au fait que ça va aggraver les inégalités hommes-femmes, regardez la réponse hallucinante de ce haut placé. Oui, il est bien en train de dire que les femmes peuvent toucher moins pour pouvoir faire des tâches parentales. Ce qui est exactement le problème. Ah, il n'y a rien qui le dérange, le génie là. Il devait être en pleine détente quand il a sorti ça. Hein. Lui, il est à l'éducation parce qu'il n'y a aucun autre ministère qu'en voulait. C'est pas possible autrement. Et en plus, si on l'envoie devant la presse, c'est qu'il est dans le 11 de départ. Hein. C'est même pas un branc qui chauffe le banc de touche. Vous vous rendez compte? Eh les parents, je vais vous avouer un truc. Vous savez, il faut une bonne dose d'énergie et beaucoup de self-control pour instruire votre marmaille par paquet de 30 là. Mais alors supporter les bureaucrates éducatifs égarés comme lui, c'est encore pire. Et c'est quand même fou de devoir se battre contre sa propre administration juste pour pouvoir faire correctement un job essentiel pour la nation. Parce que le milliard d'euros pour le pacte, ça aurait permis de recruter des milliers d'enseignants, de se rapprocher de la moyenne des salaires européens, de réduire la taille des classes, mais non, ils s'en servent pour essayer de nous essorer. Et encore, je ne vous ai point tout révélé, un autre subterfuge se glisse dans le pacte pour le collège. Il s'agit d'animer les, a priori 3 heures toutes les 2 semaines, de découverte des métiers, et ce dès la 5e. La demi-journée avenir professionnel, qui va être 1 fois tous les 15 jours, dès la 5e. Alors là, soit ils les rajoutent dans l'emploi du temps, mais je vois pas où, soit ils vont supprimer des cours, et ça ferait 200 heures en moins. Et puis, annoncer ça fin juin pour septembre, c'est impossible. Ça rappelle les 54 heures d'orientation au lycée, qui ont été annoncées, mais qui n'ont jamais été vraiment faites. Et puis, là où ce sera quand même un peu fait, il faut s'interroger sur comment ça va être fait, par qui ça va être fait, et pourquoi. Parce que de base, j'imaginais naïvement qu'on allait montrer à vos enfants que tout est possible dans la vie. Par exemple, qu'on peut faire toute sa scolarité dans les écoles publiques défavorisées d'Evry et devenir ingénieur en bioinformatique sur les cancers ou médecin. Mais c'est pas vraiment ce qui est prévu au programme, non. Le but, c'est que le patronat local ayant besoin de main-d'œuvre puisse venir pré-recruter vos enfants dès 12 ans. C'est expliqué très clairement ici. 3, on a besoin de faire mieux connaître vos métiers. Et donc, alternance apprentissage et orientation dès la 5e pour faire connaître ces métiers. Vous êtes prêts à prendre des apprentis? Tout à fait. Mais alors là, pour le coup, si vous êtes prêts à prendre des apprentis, on va vous en trouver. Mais on sait où on a des besoins, où il y a de l'embauche. Et donc, tous ces secteurs-là vont venir dans l'école pour dire, nous, on sait que dans les prochaines années, on a des perspectives là. Que les mômes, dès la 5e, puissent rentrer en disant... On a des besoins là. Il s'agit de monter des opérations séduction, mais seulement réservées à certains domaines bien précis. Et c'est ça qui me gêne. N'allez pas croire que je fustige les métiers manuels ou la voie pro. Ça m'amènerait à me fâcher avec la grosse moitié de mon entourage, mes collègues du pro, et avec le moi de 14 ans qui voulait être menuisier. Mais là, ce qui est embêtant à mon sens, c'est qu'on instrumentalise l'école pour orienter vos mômes dans un seul sens. Celui qui arrange juste le patronat local, qui ne va peut-être pas présenter les choses de façon tout à fait objective. Oh ça serait dommage de cacher certaines réalités de certains métiers à vos marmots, non? Et pourquoi il n'est jamais question de tout présenter, de faire venir des chercheurs, des associations, seulement les boîtes privées du coin? Parce que c'est le MEDEF, le syndicat des patrons, qui a réclamé le droit de faire la mainmise sur vos gosses dans une convention signée en 2021 avec le gouvernement. Et les lobbies proches de lui ne sont pas en reste. Et cette propagande, elle pourra aussi échoir aux collègues des lycées pro d'à côté. Parce que oui, si j'ai choisi de traiter collège et lycée pro dans la même vidéo, c'est pas pour rien. Les deux réformes sont liées. Ce qui veut dire aussi qu'on aura des professionnels, des enseignants de lycée pro qui pourront aller dans les établissements présenter leur métier dans ce cadre. Et ouais, le lycée pro va encore être chamboulé, seulement 4 ans après la calamiteuse réforme Blanquer de 2019, dont je vous avais montré les travers et les vices dans cet épisode. Je sais ce que vous vous dites. Nos ceintures noires de la réforme moisie ont enfin ouvert les yeux, écouté le terrain, pris en compte l'avis des experts dans une réelle concertation pour faire une bonne réforme qui corrige toutes les erreurs faites précédemment, par exemple les histoires de chefs-d'œuvre, tout ça là, qui avait surtout permis de supprimer 1500 postes. J'aimerais tellement. Mais c'est évidemment pas ça du tout. Alors, par où commencer? Déjà, il est question de fermer les filières qui, soi-disant, n'offrent pas de débouchés, et d'en ouvrir dans les domaines où la demande est forte. Ça paraît être une bonne idée, hein.
sauf qu'elle est pas neuve, et évidemment que les ouvertures et fermetures sont planifiées. Et du coup, c'est à cause de ça qu'on a fermé les bacs pro industriels à la fin des années 2000, disant que ça servait plus à rien, parce que valait mieux délocaliser notre industrie. Et maintenant qu'on veut relancer le nucléaire, bah on est marron, on l'a dans l'os, parce qu'il n'y a plus de soudeur. Cette doctrine, qui consiste à essayer de coller aux besoins de l'économie à court terme, ça s'appelle l'adéquationnisme. Mais en gros ça marche pas, parce que les besoins ne sont pas aussi prévisibles que ça. Ça ferme, ça ouvre, ça change. En fait, ce qui marche le mieux, c'est d'essayer de donner des compétences assez larges, et surtout la capacité à s'adapter, à évoluer, à pouvoir bifurquer dans un domaine proche, et ça c'est possible seulement grâce à des bonnes bases et des bonnes formations en matière générale. Bon, et puis si les conditions de travail et de salaire sont pas bonnes, formés ou pas, les gens ne resteront pas. Mais le pire, c'est qu'on va ouvrir les filières pour lesquelles la demande sur place est forte. Alors encore une fois, c'est déjà un peu le cas. Les bacs pro mécanique bateau, ils sont pas dans le Jura, mais là-bas par contre, ils ont des filières sur les métiers du bois, ce qui est pas complètement illogique. Ben là, il est question de faire ça à l'extrême. C'est tout juste si les entreprises, elles vont pas pouvoir exiger qu'on leur ouvre le petit bac pro comme ils veulent à côté de l'usine. Ouais, et puis on leur fout une enseigne aussi pendant qu'on y est. Et certaines régions, qui gèrent les lycées, sont d'accord pour leur créer un diplôme spécifique sur mesure. Mais vas-y, c'est la fête. Et quel discours on entend à la télé? Qu'avant, l'orientation des jeunes, elle était subie, contrainte, par défaut? On a tendance à y amener des élèves par défaut, alors qu'on a besoin de créer des vocations. Alors, ne rigolez pas, cet encravaté avec son brushing là, c'est le député macroniste de la circonscription de Brétigny. Donc pour lui, obéir au désir d'une minorité qui réduit tes horizons à ton lieu d'habitation, qui décide de tes possibilités pour toi selon le bassin d'emploi où t'habites, c'est pas par défaut. Ouais, bah sympa, ouais, bah trouvez-moi un macroniste qui a ses gosses en lycée pro, et puis on leur cause. Tiens, bah en parlant de notre divin monarque. Que le lycée près de chez soi peut mener très loin, et qu'il ne faut pas croire non plus tous les gens qui expliquent qu'il faudrait aller très loin dans les métropoles pour avoir des formations qui permettent d'avoir un travail. Le rôle de la nation, c'est aussi de permettre d'avoir dans le lycée du coin un métier qui mène très loin. Mais en fait, pourrait parfaitement y avoir et le choix, et que ça emmène loin. Il enferme dans un faux débat. On pourrait partir du souhait de vos enfants, et non, on part des besoins de la main-d'œuvre au bout de la rue. Quant à NDI, il le dit clairement ici, zéro hésitation, vos enfants ne sont pas des êtres d'humains avec des rêves, mais des variables d'ajustement de la demande patronale. Ce qui est certain, c'est que le remodelage de la carte des formations, de la carte nationale des formations, doit d'abord viser l'emploi. Tout cela doit se faire finement à l'échelle des bassins d'emploi, de manière à avoir des lycées professionnels qui répondent aux besoins de l'économie. On est donc d'accord que ça va aggraver l'assignation à résidence qu'il prétend combattre. Visant à combattre les assignations de... Et l'orientation au lycée pro, en fait, elle est déjà effectivement subie par environ 40% de ses élèves. Mais au moins, il y a un peu de diversité autour du domicile. Là, il n'y aura même plus le choix de la filière. Tu vas à l'usine du coin et tu la fermes. T'es pas content? Eh bah pas de chance. T'es pas né au bon endroit. Ah ouais, et du coup, en cas de déménagement, on fait comment? Alors, ceux qui vous disent « Ouais, les élèves ils ont qu'à bouger », posez-leur la question si eux, ils l'auraient fait à l'adolescence. Sachant qu'en plus, les élèves du lycée pro sont ceux qui cumulent les difficultés sociales, familiales et financières. Donc oubliez, eh ouais, les gamins défavorisés, étrangers ou handicapés sont largement surreprésentés en voie professionnelle. 93% ont une origine sociale inférieure à la moyenne. Et ça va même empirer avec la propagande de pré-recrutement dès 12 ans, puisqu'il a été montré que plus le choix d'orientation est fait tôt, plus il est déterminé par le milieu social. Et devinez ce qu'il raconte dans sa vie de simple relais de la parole présidentielle sacrée là, mon pseudo-ministre. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est celui de l'égalité des chances et des politiques de réduction des inégalités sociales. Bon, je suis un petit peu en retard dans le planning que j'avais fait pour les vidéos, mais on va quand même recauser un jour des inégalités à l'école, vous allez pas être déçus du voyage. Et à propos des élèves handicapés, ils y vont 2 fois plus qu'en lycée général et techno, et il y a eu une séquence assez cocasse. Tous raccord avec le nautique et la voiture, puis ils tombent sur... Enchanté. Bonjour, je m'appelle Louis Zonov, je suis en terminale pro technicien chaudronnier industriel. Et alors, c'est quoi la suite? La suite, c'est complètement autre chose. Le but, c'est de faire des études en post-bac dans des écoles de cirque. Ouais. Du coup, je vise... Bah oui, ah oui, dans un lycée spécialisé dans la mécanique, tomber sur quelqu'un qui rêve de faire du cirque, l'orientation n'a pas été optimum, comme on dit. À la base, je viens de Lille. Oui. Je suis parti en école de cirque dans la Marne. De là, vu que j'avais pas d'AVS parce que un gros déficit d'AVS en France, et ben j'ai pas pu rester en seconde générale, donc je suis parti j'ai dû me réorienter dans la galère en EREA. Oui. L'EREA a fermé l'année dernière parce que la région voulait économiser des sous, et du coup je me suis retrouvé ici. Voilà. Voilà, sa sainteté présidentielle découvre la réalité,
Et encore, hein, ils l'ont pas fait venir dans n'importe quel lycée pro, évidemment, ils prennent l'appartement témoin. Enfin bref. L'excuse, c'est qu'il faudrait rapprocher l'école de l'entreprise. Une liaison plus efficace entre les lycées et puis les entreprises. Rapprocher le lycée des entreprises avec les entreprises, rapprocher le monde des entreprises. Mais elles sont déjà proches. Il y a un chef des travaux dont c'est le job, il y a des instances communes, et évidemment que la quasi-totalité des collègues ont exercé les métiers avant de les enseigner. Donc c'est pas de rapprocher qu'il s'agit, là c'est de soumettre, de la vendre, de l'inféoder aux boîtes, qu'on devienne des succursales en fait, des agences d'intérim, dont le but deviendrait simplement de leur refiler vos gosses. On est à 2 doigts de proposer aux collègues de se transformer en agents de Pôle emploi. Le patronat se frotte les mains. Ça fait longtemps qu'ils œuvrent pour se réapproprier l'enseignement professionnel, qu'ils ont perdu en 1919, quand il est entré dans le giron de l'éducation. Cette conquête sociale avait justement pour but de permettre l'émancipation des jeunes, en leur faisant apprendre les métiers à l'école, pour sortir les enfants d'ouvriers de l'usine. Et là on fait quoi? On fait rentrer l'usine dans l'école. Depuis l'an dernier, le lycée pro est même officiellement rattaché non pas seulement au ministère de l'Éducation nationale, mais aussi à celui du travail. Ah mais attention, hein, c'est pas pour privatiser, il faut pas qu'on s'inquiète. Les quelques 600 000 élèves lycéens en lycée professionnel restent dans le giron du ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation nationale garde la pleine maîtrise des lycées professionnels. Et admirez-moi ça, le patronat a peur que nous voyions ça d'un mauvais œil, car on a le mauvais goût de préférer former des citoyens. Bah évidemment, on est au service des élèves et de leur famille, pas de son chiffre d'affaires. Il nous a pris pour manpower ou quoi? Les enfants défavorisés de ce pays, ce sont pas des animaux, pas des bêtes de somme. Pourquoi ils auraient pas le droit à un niveau de base solide en culture, en français, en histoire, à l'émancipation par le savoir? Et leur esprit critique, leurs rêves, leurs désirs? C'est quoi ce délire? Le but de leur passage sur cette terre, ce serait d'être employables, serviles, corvéables, et seulement dans les domaines présents autour de chez eux? Ils n'ont pas le droit à un ailleurs. Le vrai but de l'enseignement professionnel, c'est de former l'humain, le citoyen, le travailleur. Mais là, c'est juste le travailleur. On retourne au 19e siècle. Alors qu'il est possible de voir la voie pro autrement, comme une filière parallèle d'accès aux études post-bac. Je m'explique. Je vais reprendre l'exemple d'une de mes sœurs dont j'ai déjà parlé. BEP Vente à Belmondo à Arpajon là, puis Bac Pro Vente à Belmondo toujours, BTS Vente à Belmondo, licence puis école de logistique je sais pas où en alternance là, donc Bac plus 5, donc plus diplômé que moi, expatrié en Angleterre dans les trucs de chevaux machin chouette j'y connais rien, et bientôt expatrié au Canada. Et de son propre aveu, elle n'aurait pas été en mesure de bien réussir en bac général ou techno. Elle n'était pas particulièrement scolaire, elle avait besoin de concret. Et y a pas qu'elle, je peux multiplier les exemples à foison, j'en donne juste un dans un domaine tout autre. Celui d'un ami consultant dans les réseaux en informatique là, qui est à son compte et qui gagne fort bien sa vie, qui est passé par un bac pro puis un BTS, et il s'est arrêté là. Alors attention, je ne dis pas que tous les élèves doivent absolument poursuivre. S'ils préfèrent arrêter avant, aucun problème. Mais on pourrait considérer que l'objectif c'est la poursuite, quitte à ce que ce soit quelques années après. On pourrait être ambitieux, exigeant et donc relever le niveau, ce qu'on demande en fait à un système scolaire dans un pays normal. Ça pourrait donner une deuxième chance à des élèves qui ont trébuché au collège, parfois pas de leur faute, par une voie moins scolaire, plus au contact du terrain, qui permet de commencer à mûrir un projet, sans trop diverger du général, par exemple pour le tertiaire, et surtout, pas non plus à ce point sous contrainte de l'économie. Si on voit les choses comme ça, dans ce cas, être bêtement adéquationniste et utilitariste, ça n'a plus de sens. Si la formation elle n'est pas très insérante niveau bac, mais qu'elle permet de réussir dans une formation très insérante à bac plus 3 pour les élèves fragiles, mais c'est génial. Et c'est typiquement le cas de la vente. Moins d'insertion que la moyenne si on arrête au bac, mais plus après le BTS. Donc, si on ferme ces bacs pro pour les remplacer par ce qu'exige l'entreprise du coin, d'une, on vous dénigre le droit de faire ce que vous voulez, mais en plus, si ça se trouve, on vous ferme les portes du supérieur. D'ailleurs, les IUT comme celui de Bretigny, à la base, c'était prévu pour être des formations post-bac plutôt insérantes. Mais maintenant, 80% des élèves poursuivent. C'est devenu une voie parallèle à la fac et au prépa. Pourquoi est-ce qu'on voit pas le lycée pro comme ça? Parce que c'est en fait la vision qu'en ont des élèves. 70% d'entre eux s'inscrivent sur Parcoursup pour poursuivre. Mais cet immonde algorithme, sur lequel nous reviendrons, n'en autorise que 46% à poursuivre. Cette idée de voie parallèle, c'était un peu ce qui était développé dans les campus des métiers, mais on n'en entend plus trop parler. Et puis c'est surtout pas du tout ce que propose notre gouvernement. Au contraire, pour eux, l'objectif c'est l'insertion à court terme pour satisfaire les boîtes, et la poursuite des études, c'est l'exception. Pour preuve, ils vont encore réduire le nombre d'heures de cours, surtout dans les matières générales, en enlevant un trimestre de terminale pour laisser place à un plus gros stage. Déjà avec 1h15 de cours par semaine, c'était vraiment pas évident de préparer le bac de français. Mais maintenant, il y aura plus que 30 heures pour le préparer. C'est dingue, et ils veulent que vos enfants apprennent le moins de choses possible en fait. Mais quel parent voudra mettre son enfant dans cette apparence d'école? Alors déjà, en 2009, on était passé de 4 ans pour le préparer à 3 ans. En 2019, on a réduit les heures d'un tiers et rendu la seconde bancale. Au final, là, avec cette terminale amputée, le bac pro de maintenant vaudra moins que le BEP d'il y a 15 ans. Enfin, c'est peut-être déjà un peu le cas, hein. Il y a un contractuel d'anglais qui a brûlé les copies de bac par dépit du niveau de ses élèves.
Et même en atelier, les collègues disent qu'ils ont 2 fois moins de temps qu'avant et donc faut des choses moins poussées, si bien que les boîtes préfèrent recruter à l'étranger, ou qu'on force les élèves à travailler la nuit parce qu'il n'y a pas le temps. Par exemple, pour faire les robes de Miss France, mais c'est un scandale. C'est donc encore une fois un saccage, un démantèlement de l'école, tout simplement. Ma sœur et mon pote n'auraient probablement pas pu poursuivre s'ils étaient élèves maintenant. Et cette baisse du niveau, dramatique pour les poursuites d'études là, elle est calculée, volontaire, décidée, mais évidemment pas assumée. Regardez ce magnifique discours avec lequel on nous berce. Il y a des difficultés pour entrer dans la vie active après, vous venez de le dire, et puis la moitié de ceux qui vont dans le supérieur n'obtiennent pas de diplôme supérieur. Donc on a des chiffres qui ne sont évidemment pas bons. D'autres entrent dans l'enseignement supérieur, mais la moitié n'obtient pas un diplôme d'enseignement supérieur. Ils suppriment des heures partout. Donc en BTS, les élèves se plantent, donc ils lâchent, ce qui explique en partie qu'ils ne soient pas en emploi. 2 ans après l'obtention du bac pro, la moitié des nouveaux bacheliers sont au chômage. On ne peut pas se satisfaire de cette situation. Du coup, Macron, quand il dit qu'il veut que les taux d'insertion de chaque filière soient affichés publiquement là, c'est sacrément pervers en fait. C'est lui qui a fait en sorte que ça marche pas en 2019. Ils ont saboté le truc il y a 4 ans, et vous allez croire que c'est de notre faute. Parce que, évidemment, que la réforme Blanquer de 2019, c'était la pré-réforme de celle qui arrive. Ils pouvaient pas tout nous passer d'un coup, donc ils nous ont entubés en 2 temps. S'ils ont réduit les heures de cours à ce moment, c'était pour pouvoir dire « Ouais, on n'en réduit pas trop maintenant ». Mais à la télé, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. C'est le système lui-même qui est aujourd'hui, pardon de le dire comme ça, mais mal fichu. Les résultats, ils sont... Et je le dis d'autant plus que toutes les réformes depuis de nombreuses années ne touchent pas le lycée pro. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Et notre devoir, c'est de lutter contre ce déterminisme. Mettre plus de moyens de la nation et de reconnaître, de leur donner les moyens de choisir, de donner les moyens à leurs enseignants de mieux les accompagner, de redoubler les efforts pédagogiques. On peut regarder les yeux dans les yeux les familles et les élèves au niveau de la nation en disant « On va continuer, c'est vraiment une bonne voie, c'est respectueux ». Moi, je crois pas. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Il est absolument essentiel que les savoirs fondamentaux dans les lycées professionnels soient bien assurés. J'insiste beaucoup sur ce point. On favorise et on développe les savoirs fondamentaux. Moi, j'y suis très attaché en tant que ministre de l'Éducation nationale. Je ne vais certainement pas reculer sur cette question. Cela ne doit pas se faire au détriment des savoirs fondamentaux. Et c'est un professeur d'histoire qui vous le dit. Je ne suis pas disposé à ce que les enseignements fondamentaux en français, en mathématiques, en histoire, en philosophie, en langue soient passés à la trappe. Mais il n'y a même pas de philo, pape, en lycée pro, ça fait des années que c'est demandé. Dans les années 50, les équivalents des lycées pro donnaient 5260 heures de cours. Maintenant, c'est 2260 en bac pro et 1700 en CAP. Alors, il n'y avait pas de stage à l'époque, que de l'atelier, mais 3000 heures en moins, vous vous rendez compte ? Le choix a été fait de désinvestir dans l'éducation des plus pauvres, et c'est tout. Bon, et de toute façon, quand on annonce une réforme qui doit à la fois améliorer l'insertion et permettre la poursuite d'études, ça veut dire qu'on élève la qualification, avec de nouveaux programmes vraiment ambitieux, plus poussés, avec plus d'heures, qu'on prévoit de recruter des milliers d'enseignants, de faire des classes de 20 maximum, ouvrir des BTS, mettre le paquet quoi, vraiment. Mais là, c'est pas ça du tout. Donc ça tient pas debout leur discours. Ça parle d'excellence, de redorer l'image, de grandes causes nationales. Mais où sont les vrais moyens, les vraies heures et les vrais recrutements ? Alors vous me direz que si, il y a des choses pour les matières générales. D'une, dans le pacte des collègues du pro, on a mis du soutien machin chouette. Et de deux, les lycéens qui veulent poursuivre en BTS, ils auront des cours à la place du gros stage du 3e trimestre, voire une année bizarre de transition avec le BTS. Sauf que, le soutien ne sera pas forcément fait par le prof de la classe, mais là aussi par un prof qui a cédé au chantage du pacte. Donc ça va être un bourbier, une usine à gaz, compliqué, inefficace, inefficient, comme les heures en 6e évoquées précédemment. Alors qu'évidemment, la solution était de remettre les 30% de vraies heures perdues en 2019. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent mettre ces heures de rien là? Parce que c'est plus souple? Non, c'est parce que si on les supprime, ce genre de pis-aller, ça passe inaperçu. Alors quand c'est des vraies heures, on râle plus. Ici aussi, le but est de ne surtout pas ouvrir de postes d'enseignants, voire d'en supprimer, puisque ça ne comptera pas dans nos vrais moyens, ce sera dans le pacte. Même logique, toujours pour le bien de vos enfants. Et c'est aussi pour leur bien qu'on ferme carrément des lycées en pagaille partout en France, notamment à Paris, et notamment dans les métiers d'art, qu'on a vantés pour la reconstruction de Notre-Dame. Ou des lycées avec des filières dans lesquelles des milliers d'euros venaient juste d'être investis. En fait, il faut dire que la Cour des comptes, c'est un organisme de l'État qui rêve de tout supprimer, rêve de dégommer les lycées pro depuis des années, en les fermant dès qu'il y a moins de 500 élèves, oubliant qu'en province, ça se traduit par des heures de trajet chaque jour si les jeunes doivent aller plus loin. Bon du coup, dans les lycées qui perdent des élèves, des fois, on transforme les bâtiments en internats. Et donc ça c'est trop bien, non? Eh ben non, on va les fermer quand même.
Et même à Paris, ces petits lycées très familiaux, aux équipes soudées, au sein même des arrondissements défavorisés, ça aidait beaucoup les élèves cabossés à raccrocher. Là, ils vont aller à l'autre bout de Paris, notamment dans un lycée qui va du coup perdre des filières où il avait de super résultats. Bon bref, c'est débile, mais pour en revenir au pacte des collègues du pro, à la base, c'était une filouterie level 99. C'est pas compliqué, ils devaient tout faire. Remplacement, projet, lien avec les entreprises, soutien, quasiment doubler leur charge de travail. Bien sûr, ça n'a pas eu de succès, et ils ont maintenant la possibilité de prendre juste certaines tâches. Mais quand même, là c'était typiquement une stratégie du style « on essaye de vous caser une énorme douille pour rendre acceptable une plus petite ». On a les pires conditions de travail et la pire paye des pays riches. Et si je peux me permettre, c'est pas non plus n'importe quel métier. Mais ça les empêche pas d'essayer de nous la mettre à l'envers. Y a quoi qu'ils arrêtent en fait ces types? Et pour l'histoire du choix entre stage et cours au 3e trimestre, ça oblige à mettre le bac en mars. Déjà que ça enlève du temps pour apprendre, mais surtout, les gamins ayant choisi les cours, ils viendront pas une fois les épreuves passées. Déjà avec le bac en mars, en général et en technologique, ils viennent plus. Pour moi, s'ils mettent le bac pro en mars, c'est pour avoir un argument pour laisser les autres bacs en mars aussi. Alors c'est totalement nul et non avenu, bien sûr, mais ils sont prêts à tout pour pas leur mettre en juin, je vous en reparle bientôt. Ce stage, il va être rémunéré plus de 100 € par semaine en terminale, et en seconde et en première, ça sera un peu rémunéré aussi. Ça paraît être une bonne idée. Encore que ça fait une moyenne faramineuse de 2,50 € de l'heure. C'est toujours plus que les stages des élèves infirmiers, mais ce sera pas moitié-moitié avec les boîtes. Ce sera à 100% payé par vos impôts. Déjà, ils vont venir faire leur marché au collège baratiner vos enfants de 12 ans, ils pourraient payer au moins une fois que ces derniers travaillent pour eux. Là, finalement, le milliard d'euros annoncé, c'est pas pour les lycées pro, c'est pour payer la main-d'œuvre gratuite aux entreprises. Le pire, c'est que parfois les jeunes, ils disent qu'ils font bien plus de choses en atelier qu'à l'entreprise, donc c'est presque pour ça qu'ils devraient être payés. Il y a un autre truc qui est gênant, c'est qu'à 90% ils sont moins favorisés que la moyenne, comme on l'a déjà dit. Donc du coup, ils vont plutôt choisir le stage qui est payé, plutôt que de poursuivre en études sup. Et donc ils vont se priver d'un truc qui leur a donné plus de sous et plus d'opportunités à long terme. Sachez qu'à la base, ça devait même être encore plus de stages, mais le gouvernement a reculé devant la mobilisation de vos associations et des professeurs, grévistes à 60%, casserole en main, même dans les lycées pro privés. Mais non, je rigole, évidemment que le gouvernement n'en a rien à fiche de ça. La vraie raison, c'est que les présidents de région étaient moyennement emballés pour qu'on se rapproche encore plus du travail des enfants, mais surtout, au début du siècle, à l'époque où le redoublement n'était pas l'ennemi numéro 1, les jeunes arrivaient en pro vers 17 ans, seulement 20% avaient 15 ans, donc ils étaient un minimum matures et responsables. Maintenant, ils sont 15 ans à 95%, donc les patrons les jugent trop jeunes, trop immatures, et ils ont freiné, surtout que si ça dépasse 2 mois consécutifs, ils sont obligés de payer. Ah pourtant les macronistes ils étaient chauds, il y en a un qui a proposé que les stagiaires puissent bosser le dimanche carrément. Comme d'habitude, pour vous faire croire qu'il y avait de l'écoute, on a fait semblant de faire des concertations annoncées en grande pompe dans les médias par Papendiaï là. La réforme de la voie professionnelle annoncée par le président de la République qui a souhaité que celle-ci se construise dans le cadre d'une large concertation. Des lycées professionnels, la réforme va s'engager en concertation. Où des hiérarques ont osé nous vanter la réforme apocalyptique de 2019, ça commençait bien. C'était mené par une vague sous-ministre encore plus inconnue que Pape, sinon pour ses gaffes, et pour avoir censuré un article disant qu'elle épuisait ses assistants. Une mercenaire, juste là pour sourire dans les médias, déblatérer des éléments de langage faux sur les dangers d'une orientation trop précoce, ou l'intérêt des stages, ou sur les retraites, ou des éléments ressuscités de l'ère Blanquer. Cherchez pas, hein, elle est là pour faire passer au mieux la démolition, et qui sait, peut-être en échange d'une planque pour le restant de ses jours, ou dans un but carriériste. Il se murmure que tout était déjà écrit par monsieur Jean-Marc Huard, dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode, qui est le numéro 2 du ministère, mais le véritable décideur, justement spécialiste des lycées pro. Allez, quelques extraits d'Adam quand même, je vous laisse comparer ce discours à ce que je viens de vous montrer. Public, notre attachement aux savoirs fondamentaux, en réaffirmant le fait que les entreprises souhaitent avoir des collaborateurs qui soient aussi des citoyens, qui sont aussi des collaborateurs éclairés, une méthodologie qui était claire, qui est celle de la concertation. Oui. Je concerte dès l'automne l'ensemble des acteurs. Nous avons bâti cette réforme collectivement après plusieurs mois de concertation et de travaux. Elle a pour ambition de corriger les inégalités de destin et d'accompagner chaque élève vers une insertion professionnelle efficace ou une poursuite d'études réussies. Près d'1 milliard d'euros supplémentaires par an seront investis dans le lycée professionnel. 3 objectifs ambitieux,
qui est la réduction du nombre de décrocheurs, une meilleure insertion professionnelle des jeunes et une meilleure réussite lorsqu'ils cherchent à poursuivre des études, faire du lycée professionnel une voie d'excellence, promouvoir la réussite des élèves, donner aussi les conditions d'exercice aux enseignants pour qu'ils puissent être en situation de les faire réussir. C'est une voie qui vous permet effectivement de faire vos propres choix. Mais une fois qu'ils sont en stage, ils sont extrêmement heureux de ces stages, ils leur ont appris énormément et ils leur permettent de donner du sens à la formation qu'ils suivent. Cette réforme, elle vise à préparer les compétences dont la nation aura besoin. Donc à préparer les grandes transitions, celle du numérique, celle de la transition énergétique, écologique, toutes ces transitions aussi démographiques, notamment liées au métier du soin. Mais c'est aussi, bien sûr, répondre aux enjeux économiques. Bon, du coup, la réforme du collège qu'on nous annonce. D'autres mesures viendront en 5e, en 4e et en 3e. Elle est sûrement déjà écrite et se fera sans concertation aucune, faut pas rêver. On peut pronostiquer la fin du collège unique, même s'il n'a jamais vraiment été, avec une préorientation des 12 ans des gamins les plus en difficulté, donc les plus pauvres, et la suppression pour eux des cours de sciences, d'art et la deuxième langue pour en faire de la chair à patron. Vous croyez que je suis pessimiste et que j'exagère? Ils sont largement capables d'aller jusque-là, c'est bien le cas en Allemagne, tout en vous faisant croire que c'est dans l'intérêt des élèves. Bah ouais, ils ont bien réussi à le faire pour la suppression des maths en lycée. Sachant que la réforme du collège de 2016 sous Hollande, elle avait été catastrophique et elle s'était faite sans concertation non plus. On avait tout chamboulé d'un coup, supprimé les options, mis en place une usine à gaz appelée les EPI, ça avait laissé des traces. Et bon, on reparlera de tout ça en temps voulu. Cette réforme du lycée pro a bien évidemment un autre but, c'est de pousser la prunelle de vos yeux, non pas vers les lycées pro, mais vers l'apprentissage, où les jeunes ne sont plus écoliers mais salariés, à moitié en entreprise, à moitié au centre de formation. C'est écrit aussi dans cette fameuse convention qu'a signée le MEDEF avec le ministère en 2021, comme à peu près toutes les mesures que je vous ai décrites. Ah, l'apprentissage, l'alternance, on vous le vend comme la panacée, hein. Bon, j'ai déjà largement démoli ce discours dans cette vidéo, tout en précisant bien que ça pouvait convenir à certains ados, et qu'il y a des apprentis en lycée pro, à peu près 10%. Mais on va faire quelques petits rappels des mythes et légendes à son propos. Premier mensonge. Ouais, il y a beaucoup plus de décrochage en lycée pro que dans les CFA d'apprentis. Alors non, et on a bien essayé de vous enfler là-dessus, en balançant soit pas de chiffres, comme le lobby des patrons, soit un chiffre totalement erroné, les prétendus 2/3 de décrocheurs en lycée pro là. Ouais, vous entendez ça, vous vous dites que c'est un scandale, seulement 1/3 des gamins qui arrivent au bac. Et même la dame, tout à l'heure, elle vous le sort ça. Mais pas du tout. Ça veut dire que 2/3 du décrochage total est en voie pro. Le reste étant réparti en lycée général et technologique et un peu au collège. Alors vu qu'il scolarise seulement 1/3 des élèves, c'est un problème. Il y a bien une surreprésentation, on est d'accord. Mais c'est pas du tout ce qu'on vous fait croire. On a aussi du droit au chiffre d'1/3, mais je l'ai pas retrouvé, je sais pas d'où sort ce chiffre. Sur 100 élèves qui rentrent en seconde professionnelle, on en a 1/3 qui va décrocher sans bac ou équivalent. 1/3. Sur ces lycéens, 1/3 n'arrivera pas jusqu'au baccalauréat. En vérité, moi ce que j'ai, c'est plutôt de l'ordre de 10 à 13%. C'est toujours trop. Mais côté CFA, qui sont pas compris dans les proportions, parce que c'est plus de l'école, il y a combien de ruptures de contrat à votre avis? Eh ben c'est très variable sont les filières et un peu caché, mais ça tournerait autour de 30 à 40%, parfois plus en hôtellerie par exemple. Et c'est très largement la faute des entreprises. Et bien peu d'apprentis retrouvent un patron derrière. Donc il y aurait un bon quart d'abandon définitif. Et ça c'est plutôt l'estimation basse, hein. Alors la comparaison moyen. Tiens d'ailleurs, quand vous entendez les prix Nobel de l'escroquerie vanter le succès de l'apprentissage, avec quasiment 1 million de contrats signés par an. Nous avons franchi les 800 000 apprentis. Le cap que j'ai fixé d'1 million d'apprentis, il est atteignable. Le nombre de contrats signés en 2022 qui s'élève déjà à plus de 800 000 contrats. Sachez qu'en fait, ça compte pas ces abandons, ni le fait que pour certains apprentis, c'est le 2e, voire le 3e contrat de l'année. Il y a en fait beaucoup moins d'apprentis que de contrats, mais on vous parle en contrat signé pour vous manipuler. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. Le pire, c'est que les décrochages en pro, vous savez c'est à cause de quoi parfois? Eh ben des stages qui se passent mal, que le gouvernement veut augmenter. Des génies, hein. Et alors attendez, parce qu'il y a l'inverse aussi. Quand les stages se passent bien, il y a des boîtes qui proposent aux gosses d'arrêter sa terminale pour un CDI sans diplôme, ce que le jeune défavorisé accepte parfois, croyant que c'est une aubaine, alors que dans 10 ans, il regrettera peut-être. Lui, c'est pas un décrocheur, c'est un décroché par un escroc, mais il va être compté comme un échec de notre part. Bon, de toute façon, pour clore le match, il y a un chiffre très simple. Si on regarde le taux d'accès au diplôme, c'est-à-dire le nombre d'entrants qui sortent avec le CAP ou le bac pro à la fin, c'est environ 70% pour le lycée pro scolaire et 50% pour le CFA en apprentissage. Voilà. Vous me direz, bon ok, mais l'apprentissage, une fois qu'on arrive au bout, ça insère mieux les jeunes sur le marché du travail, car ils sont mieux préparés. 50% des diplômés des lycées pro ne trouvent pas de boulot, eux. 2 ans après l'obtention du bac pro, la moitié des nouveaux bacheliers sont au chômage. On ne peut pas se satisfaire de cette situation.
2 ans après l'obtention du baccalauréat professionnel, la moitié des lycéens professionnels n'ont pas d'emploi. Ça, c'est une réalité. Alors moi, je veux bien qu'on dise que ça n'a pas d'importance et qu'il faut continuer comme ça. Ouh là là, bah non, pas exactement, c'est encore une arnaque, il y a plein de choses à dire. Bon déjà, faut savoir qu'au concours des meilleurs apprentis de France, en fait, ce sont souvent les gamins des lycées pro qui gagnent. Et ils voient plusieurs entreprises différentes au cours de leur cursus, parce qu'il y a plusieurs moments de stage, contre une, en principe, pour un apprenti. Apprenti qui, à 30%, déclarent ne pas avoir de tuteur, et quand ils en ont, 3/4 du temps, ils ne sont pas spécialement préparés à le former. Donc sur la qualité de la préparation, bof bof. Et si 60% des apprentis ne veulent pas poursuivre dans leur entreprise, c'est pas pour rien. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il y a beaucoup plus d'accidents du travail en apprentissage qui donnent lieu à des décès ou à des condamnations. Je rappelle qu'on est le pire pays d'Europe pour les accidents du travail et que ça touche surtout les jeunes. Mais ils s'en foutent. Depuis 2015, on peut mettre des mineurs sur des postes à risque sans demander, et l'organisme qui étudiait la sécurité des apprentis, il a été supprimé par Macron. Quand je dis dans le titre de la vidéo que vos gosses sont en danger, je rigole pas du tout en fait, c'est à prendre au premier degré. En plus, comme on l'a vu, ils arrivent de plus en plus jeunes en apprentissage du fait de l'absence de redoublement, donc ils sont moins matures, moins responsables et moins conscients des dangers. Et aussi plus facilement manipulables, d'où le nombreux problèmes de harcèlement, parfois sur les jeunes filles. Et c'est ça que le MEDEF veut généraliser pour vos gosses? Bah ouais, puisqu'on baisse l'âge du permis à 17 ans parce que les patrons l'ont réclamé. Mais sinon, dans les 50% de lycéens pro pas en emploi dans les 2 ans qui suivent leur diplôme, il y en a beaucoup qui étaient en BTS et qui ont lâché, à cause de la marge devenue trop haute depuis la réforme de Macron en 2019. Ça se voit moins ça pour les sortants de CFA, car ils sont pas 47% à poursuivre, seulement 8%. Mais il y a autre chose, quand on vous dit que les apprentis s'insèrent à 65-70%, notamment la sous-ministre précédemment évoquée, on compte dedans ceux qui enchaînent avec un autre apprentissage, alors qu'ils sont pas vraiment en emploi. Et bien sûr, on oublie aussi de compter dans le calcul que les apprentis lâchent plus souvent en cours de route, comme pour le décrochage, en partant des entrants. L'insertion à court terme est tout à fait comparable entre les deux. Faut se dire un truc, en apprentissage, il y a donc plus d'écrémage pendant, mais aussi à l'entrée. Il y a une sélection, et en fait, l'apprentissage, il choisit, il discrimine à l'embauche. Beaucoup moins de filles, beaucoup moins de gens d'origine étrangère, et d'handicapés aussi. Alors que le lycée pro, c'est un service public qui accueille tout le monde, et notamment tous ceux que le CFA recale. Et eux, ils arrivent à les amener au bac. À long terme, il s'avère même que comme les lycéens ont plus de billes pour se réorienter, ils sont légèrement mieux insérés que les apprentis. Bref, vous l'aurez compris, on essaye de vous faire croire que l'apprentissage insère mieux que le lycée pro, mais c'est une entourloupe, une de plus. Dernière chose un peu rigolote sur cet esbrouf. Il arrive que des boîtes avec des apprentis préfèrent embaucher des gamins sortis du pro, parce qu'ils les estiment mieux formés. Ouais, c'est marrant. Ben pourquoi ils prennent des apprentis alors, si c'est pas pour bien les former et les embaucher? Globalement, ils n'en gardent que 25-30%. En Allemagne, c'est 80% des apprentis qui sont embauchés par la boîte direct après. Et ils ont des plans de succession et tout, pas nous hein. Quant à nos vertueuses multinationales, elles sont de plus en plus à prendre plein d'apprentis et de moins en moins de salariés. C'est louche tout ça hein. Et ben ça va me permettre d'aborder le 3e gros mensonge, qui est le suivant. Ouais, au moins au CFA, les apprentis, ça fait économiser des sous parce que c'est les patrons qui payent, au lieu que ce soit l'État qui s'endette pour engraisser ces feignasses de profs là. Ah bah la bonne blague! Les subventions publiques à l'apprentissage sont tellement énormes qu'en dessous de 21 ans, un apprenti est offert. Avec de l'argent public, hein, donc votre argent. Et de plus en plus de boîtes ne jouent pas le jeu et ne le forment pas vraiment. En leur confiant des tâches inintéressantes, on a vraiment beaucoup de retours hallucinants. Voire pire, en leur filant littéralement le boulot d'un salarié normal. J'ai trop de collègues, enfin j'appelle pas ça des collègues, des patrons qui jouent pas le jeu, qui prennent des apprentis parce que c'est gratuit, que l'État les paye, et ils s'en servent comme ouvriers ou demi-ouvriers, en leur donnant qu'une tâche à faire. Mais ils leur apprennent rien du tout. Alors ces jeunes-là, ils restent 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, puis ils s'arrêtent, ils abandonnent le métier. Ouais, il faut payer avec de l'argent public pour que ces messieurs daignent mal former, voire pas former vos enfants, qui ne sont juste réduits qu'à être de la main-d'œuvre gratuite. Comparons encore avec l'Allemagne. Ce sont les entreprises qui payent, qui estiment qu'elles doivent prendre part à la formation. Même si du coup elles étaient assez fans de nos lycées pro dans les années 90. Chez nous, c'est pas pareil. Sans aide, 40% des boîtes arrêteront d'en prendre. Il y en a même qui ne tournent qu'avec des apprentis, ce qui est bien sûr illégal. Comment peut-on croire qu'ils vont être formés? Normalement, c'est ça le but. Un apprenti ou même un stagiaire, techniquement, il est en formation. Il n'est pas censé produire comme un employé. Regardez cette hurluberlue de l'Institut Montaigne, lobby ultra-libéral dont on a déjà parlé et dont on reparlera un jour. Il nous dit que les 800 pauvres heures d'enseignement en CFA, c'est toujours trop, donc l'apprenti il n'est pas rentable. Et il n'est pas censé l'être en fait mec, il n'a pas compris le concept hein. Pire, depuis l'assouplissement des règles en 2018, les entreprises peuvent monter leur propre CFA avec des diplômes maison reconnus nulle part ailleurs que chez eux, en empochant le Grisby et en se faisant exonérer des impôts qui avant allaient au lycée pro, qui se retrouvent donc sous-financés. Avant, en 98, ils touchaient 60% de la taxe d'apprentissage, maintenant moins de 13%.
Là où c'est triste, c'est que ces pseudo-diplômes ne sont pas reconnus si, une fois adulte, votre progéniture veut changer d'orientation et changer d'entreprise, contrairement à un vrai diplôme national. Ah, et ça disait vouloir lutter contre l'assignation en résidence, il paraît, mais oui. Les vrais diplômes nationaux, ils sont valables partout, eux, et 94% des CFA en délivraient en 98. Maintenant, c'est seulement 70%. Le nombre de diplômes maison a explosé avec le nombre de CFA, qui a été multiplié par 3 en 5 ans, pendant qu'on fermait 100 lycées pro. Partout se montrent des CFA douteux, qui font des pseudo-cours en visio, en distanciel là, donc pour 0 € d'investissement, et qui vivent en encaissant les aides sans aucun contrôle, qui magouillent pour être réglementés, laissant les jeunes à l'abandon, voire leur facturant des frais indus, si bien que les rares qui arrivent au bout n'ont pas le niveau. Mais ils ont touché le jackpot entre-temps. Il y a beaucoup d'écoles de CFA qui se sont créées avec des coûts-contrats dont le coût a été calculé quand même très largement. Les coûts-contrats, il faut expliquer. En fait, à chaque fois qu'il y a un CFA ouvre une place avec un apprenti et que l'apprenti a trouvé l'entreprise, le CFA peut créer sa place d'apprenti et donc c'est financé ce qu'on appelle au coût-contrat, c'est-à-dire qu'il annonce les coûts de la formation et puis France Compétences, qui est l'organisme qui s'occupe de ça, par des circuits un peu compliqués que je ne vous explique pas, finance la formation. Et donc ces coûts contrats, il faut les évaluer au plus juste pour savoir si c'est vraiment pas gonflé par les CFA. Et bon, il y a quand même des coûts contrats qui sont gonflés par des CFA. C'est un marché qui a rapporté 700 millions d'euros en 2021 et le taux de marge est de 20% pour les CFA privés. C'est 50% de plus que les CFA publics et 2 fois celui des CFA associatifs. Et c'est la moyenne, 20%. Il y a des 50% de marge apparemment. Alors, ce serait surtout dans l'enseignement supérieur, qui représentait seulement un quart des apprentis, et maintenant 2 tiers, les CAP et les bacs pro n'ayant augmenté que de 30%. Ce qui est rigolo, c'est que la ministre qui a assoupli les règles en 2018, elle travaille désormais pour un organisme qui s'engraisse comme ça. Le monde est petit, hein. C'est un détournement de fonds publics légal en fait, avec vos gosses comme prétexte, qui ne sont pour eux que des subventions sur pattes. C'est open bar, le pognon coule à flot pour ces boîtes d'Afrique. Les arnaques sont telles et les multinationales véreuses se sont tellement engouffrées dans la brèche que le gouvernement lui-même est obligé de reconnaître que ça allait trop loin et que c'est un puits sans fond. Depuis la loi de 2018 et surtout depuis les aides exceptionnelles de 2020 ouvertes au supérieur, le coût de l'apprentissage est passé de 2 à plus de 20 milliards d'euros. Alors que les lycées pro ça n'en coûte que 8. Et encore, il en a rendu 700 millions. Le tout pour à peu près le même nombre d'élèves, même si là ça compte le post-bac. Au final, un élève du lycée pro, ça revient à 13 000 €, et un apprenti, ça revient à 20 000 € pour la société. Et rappelez-vous qu'un gamin de primaire, ça coûte au pays 9 000 € l'année. Donc c'est un scandale absolu, mais les entreprises dépendantes sous perfusion ont réclamé et obtenu qu'on leur maintienne leur dose, qu'on les laisse continuer à ne pas embaucher leurs alternants, mais à les remplacer indéfiniment par d'autres, pour toucher encore les primes chaque année. Le gouvernement a donc renfloué le déficit de 13 milliards de l'antenne qui finance le truc, et le fera jusqu'en 2027, alors que ça devait s'arrêter il y a 1 an. Ah bah c'est sûr qu'il est valorisé l'apprentissage, hein, et que les aides elles sont simplifiées. On a simplifié les aides, on les a clarifiées, on les a renforcées. C'est à se demander qui sont les vrais assistés de ce pays, hein. Parce que, évidemment, que c'est le MEDEF et tous leurs petits copains ultralibéraux qui ont demandé ça. Et après on vient nous dire que c'est eux qui seraient des modèles de gestion et tout. Oui, bien sûr. Avec très peu de cette somme, on aurait des lycées pro de fous, hyper modernes, à la pointe, ce serait incroyable. Et puis en passant, c'est aussi plus que ce qu'ils ont mis sur la table pour faire semblant de nous revaloriser, nous les enseignants, c'est plus que le budget de justice de tout le pays, c'est plus que le budget de la recherche en comptant les 3 millions d'étudiants, et c'est plus que l'hypothétique déficit des retraites qui a servi de prétexte pour nous rajouter 2 ans de boulot. C'est peut-être d'ailleurs pour pouvoir continuer à arroser les copains qui veulent faire des économies partout. Par exemple en déremboursant les soins dentaires et les médicaments, mais ça va pas dans leur tête. Plus globalement, cette gabegie, elle fait partie des sommes astronomiques qui sont détournées du pot commun pour engraisser des ultra-riches et des actionnaires, au lieu de faire fonctionner l'école, la justice et la santé, qui crèvent littéralement. Vous vous souvenez du temps où un mort aux urgences faute de place ou de soignants, ça faisait un scandale? Bah cet hiver, c'était 43 morts déclarés, et possiblement 150, tellement ils ont tout démoli. Alors qu'avant, on avait les meilleurs hôpitaux du monde dans les années 90, et c'était public, hein. Et le plus cynique, c'est que cette exploitation de vos gosses, encouragée et financée par le gouvernement, ça leur a permis de faire croire que le chômage baissait. Et ouais, un apprenti, ça compte comme un travailleur. Donc, comme ils ont énormément augmenté, mathématiquement, ça donne une apparence de baisse de chômage, payé avec nos sous. Certains estiment que 2 tiers de cette prétendue baisse du chômage, c'est juste l'effet de l'apprentissage. Et encore, il y a d'autres types de contrats aidés, en fait précaires. Bon, l'apprentissage, c'est censé être une formation et pas du salariat, donc je vois pas trop pourquoi c'est compté dedans. Mais bref, le nombre de vrais postes proposés par rapport au nombre de chômeurs reste hyper élevé, vu que du coup, ils prennent des apprentis gratuits plutôt qu'un CDD, voire un CDI. 7 employeurs sur 10 l'avouent, hein. Ça plombe particulièrement les chiffres du chômage des jeunes, mais de toute façon, ces chiffres ils sont bidons, parce que ces escrocs ne comptent pas toutes les catégories de chômeurs et ont augmenté les radiations ces dernières années. En fait, ils ont fait cadeau de vos gosses au patronat,
et se sont fait un cadeau politique au passage aux frais de la princesse. Et du coup la productivité elle diminue puisque l'apprenti ou le stagiaire qui remplace un CDI, il est moins productif hein. Des génies. Alors, je tiens à vous rassurer, il y aura toujours un peu de lycées pro délabrés qui existeront pour accueillir les jeunes trop égarés, trop malades, trop cassés, dont les entreprises ne veulent pas. Surtout dans les formations qui nécessitent beaucoup d'investissement. Par exemple, les formations industrielles qu'on a à Timbaud, avec des machines très coûteuses, ou les plateaux de cuisine, là, où là, les CFA y ferment. Par contre, les bacs pro des domaines tertiaires, type un peu vente, secrétariat, service, eux, ils nécessitent pas trop de matériel, juste des ordinateurs. Donc, on les ferme à tour de bras en lycée, prétextant qu'elles insèrent pas et oh, comme de par hasard, elles repoussent en CFA juste après, et on vante leur insertion élevée. Faudrait savoir. En vérité, les aspirateurs à subvention évoqués tout à l'heure, c'est surtout dans le tertiaire que c'est facile à faire. 3/4 des apprentis sont dans ce domaine, seulement 1/4 en industrie, construction, agriculture, qui sont pourtant les domaines soi-disant en tension, où justement faudrait ouvrir. Et ça empire ce ratio depuis 2017, alors qu'en lycée pro, en gros c'est 50-50. Est-ce que vous vous rendez compte du point auquel on se fout de notre gueule? Encore une fois, que l'apprentissage convienne mieux à certains, oui, mais vouloir le généraliser à tous les élèves, non, et avec nos sous, encore moins. Enfin, c'est surtout vos filles dans ces filières tertiaires. Hop, fini l'école, chez les patrons les bonnes femmes. Mais attendez, côté industrie, pour vos garçons, ils ont déjà un plan. Déjà, il y a quand même parfois des fermetures de lycées pro pour favoriser les CFA privés, l'Académie de Bordeaux est une grande spécialiste, mais il y a pire que ça. Développer les écoles de production, où il n'y a quasiment pas d'école et quasiment que production. Vos fils travaillent en fait gratuitement, littéralement. En fait, c'est des usines pour ados de 15 ans, des structures privées qui sont bien sûr largement arrosées d'argent public et qui pullulent 20 souvent en Ile-de-France pendant qu'on ferme des lycées pro, comme je disais tout à l'heure. A mon avis, leur rêve, c'est de passer tout le tertiaire en CFA et toute l'industrie en école de production, avec vos impôts, mais sans prof, plutôt avec des formateurs beaucoup moins payés que les enseignants, et ouais, c'est possible, moins formés et pas vraiment recrutés pareil. D'ailleurs, ils font grève aussi pour dénoncer les dérives. Ils en ont tellement rien à faire des lycées pro qu'ils ont annoncé en mai que 80 filières allaient fermer en septembre. Évidemment que c'était exagéré et planifié à plus long terme. Le but c'était de balancer un gros chiffre pour que ça fasse le buzz dans les médias après les retraites. Mais tout le monde a flippé de plus avoir de boulot à la rentrée. Aucun risque que ce soit une maladresse, hein. C'était fait exprès en mode, tant pis si ces feignasses de fonctionnaires paniquent pour rien là, sur la base de cartes plus ou moins bidons, le temps du démenti. Et quand il a fallu sortir les rames après pour rattraper le coup sur les plateaux de télé, vous voyez le discours qu'on tient aux collègues qui vont effectivement voir leur formation fermée dans les années à venir. Alors ils peuvent se diriger vers le professorat des écoles, un certain nombre d'entre eux le choisissent, ou également vers les collèges. Il y a des transferts, c'est quelque chose que nous allons encourager. Et s'il était vraiment ministre de l'Éducation nationale et qu'il connaissait le métier, il n'oserait jamais sortir une connerie pareille. Ça n'a rien à voir. C'est aussi bête que si vous dites à votre boucher de vous préparer une charlotte au chocolat et à votre pâtissier de vous faire un magret. Alors oui, ils savent lire une recette et manier les ustensiles, mais ils sont pas interchangeables, ils ont pas l'expérience, ils ont pas forcément l'habitude, et puis peut-être qu'ils ont pas envie. Idem en médecine, hein. C'est pas au gynéco qu'on demande de faire une greffe de cœur. Ou en sport, si Mbappé il se blesse, on le remplace pas par le Goloris que je sache, c'est absurde. Eh ben rigolez pas, c'est l'élite intellectuelle et politique de notre pays là, qui essaye de masquer un plan de reconversion forcée en fait, qui va d'ailleurs toucher plus les femmes que les hommes, puisque ça va surtout toucher les bacs pro tertiaires. Et quand il y aura besoin de recruter de nouveaux personnels, est-ce qu'ils vont prendre des vrais enseignants? Bah non, ils vont faire venir un salarié une poignée de dents dans la semaine, se moquant en fait que ça soit compliqué pour le travail d'équipe, qu'ils puissent pas faire les conseils de classe, et comment on fait pour les notes, et puis ce qui va être formé pour s'adresser à un public difficile, on sait pas. Nous avons des besoins de recrutement, y compris d'ailleurs du côté de professeurs associés. C'est quelque chose que nous souhaitons développer, c'est-à-dire des professionnels dans tel ou tel secteur. Je parlais du génie thermique, par exemple. Qui viennent du monde de l'entreprise. Qui viennent du monde de l'entreprise et qui vont consacrer un après-midi par semaine, par exemple, à enseigner dans le lycée professionnel voisin. Et puis pareil, hein, à la place de nos chefs de travaux qui gèrent les relations avec les boîtes, ils veulent mettre quelqu'un du privé. Mais c'est pas pour privatiser, il a dit. Alors, on vous dira que tout ça est une privatisation. Je connais par cœur tous les arguments. Qu'on va en train de donner le lycée professionnel aux entreprises. Formidable. Mais enfin, que tous ceux qui défendent le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui en répondent. Et en répondent au regard des chiffres que j'évoquais. Bah voilà, hein. Encore que personne ne défend la réforme de 2019 de son Blanquer à lui. Hein. C'est totalement caricatural et fallacieux ce qu'il raconte. Comme d'habitude. Allez, on résume. Le niveau des collégiens français s'effondre de façon dramatique. Mais Papendiaï a trouvé la solution. Diminuer le nombre d'élèves par classe, qui est un des pires d'Europe? Non. Alors remettre les heures perdues depuis 20 ans, ainsi que les RASED en primaire, ces enseignants spécialisés pour les élèves en difficulté, qui agissent en amont? Non plus. Du côté du premier degré,
cette possibilité d'enseigner au collège, vous savez, cette heure de renforcement et de soutien en français et en mathématiques. Donc ils pensent que les instits, en 1 heure par semaine, à 35 par classe, alors qu'elles n'ont pas que ça à foutre, elles vont régler ce qu'on leur a pas permis de régler en 50 primaires. On est d'accord, c'est complètement débile. La réponse est oui, évidemment. Il vous fait croire que les difficultés en 6e sont dues à un trop grand nombre d'adultes différents, mais il en rajoute. C'est une classe charnière qui n'est pas facile à négocier. Il aurait pu déjà augmenter les horaires et les demi-groupes en français et en maths en 6e, mais non. La vérité, c'est qu'il fallait inventer un truc à mettre dans le fameux pacte des collègues du primaire, mais aussi remplacer la technologie qu'il supprime par manque d'enseignants. Oui, faut pas rêver, il n'y a pas d'autre raison. Comme en plus, vous, l'opinion publique, vous allez croire qu'ils agissent, ces champions font donc d'une pierre 3 coups. Après, c'est pas très grave si vos enfants ne savent pas lire et écrire, puisqu'on les destine à n'être que de la main-d'œuvre gratuite pour les entreprises locales. Et rigolez pas, c'est vous qui payez. Et oui, en lycée pro aussi, le bac va être en mars, pour laisser la place à plus de stages, mais payés par vos impôts, pas par les entreprises. Ce qui fera encore moins d'heures d'école, alors que c'est le public qui en a le plus besoin, et que la réforme Blanquer, qui date seulement de 2019, en avait déjà supprimé 30%, compromettant grandement les poursuites d'études. Le but de cette destruction est de pousser vos mômes vers l'apprentissage patronal en alternance, où ils serviront d'excuse pour faire croire que le chômage baisse, mais aussi et surtout de pompe à subvention pour des boîtes trop souvent véreuses, qui causent largement plus de harcèlement, parfois sexuel, et d'accidents du travail, parfois mortels, que l'école. Et on essaye de vous faire gober que l'apprentissage insère mieux et forme mieux que les lycées pro, mais tous les chiffres montrent que c'est complètement faux. Une fois de plus, ce gouvernement cherche à saboter l'éducation nationale pour la privatiser. Nous ne voyons pas d'autre explication.